pour évoquer la situation des 46 militaires qui viennent d'être jugés au Mali. Que vous inspire ce verdict de la justice malienne, maître Youssouf Meïté? Avant même d'évoquer le verdict, si vous me permettez, est-ce que je peux passer déjà par les conditions d'organisation de ce procès-là? Dans la forme. Dans la forme, le déroulement et puis... que vous inspire la forme de ce procès? La forme déjà, un procès devant une cour d'assises qui se déroule en 48 heures, alors qu'il y a 46 personnes qui sont jugées. Moi, je n'ai jamais vu ça en tant qu'avocat. Mais si je prends le cas même, le procès qui a eu lieu récemment, l'attaque de Grand Bassam par les terroristes, ça a duré sur 3 semaines. Je prends le cas de l'attaque... Les mises en cause étaient combien? Au nombre de combien? 3. Le cas du Bataclan, ça a duré 108 jours. Ça dit plus de 3 mois. Pour combien de personnes? Pour une dizaine de personnes. Mais récemment, là, quand vous voyez l'actualité en Guinée, depuis le 10 octobre, le procès de Dadis et autres, là, ça continue. Le procès du 28 septembre. 28 septembre. Maintenant, concernant même la procédure, quand même, on peut se poser des questions. Nos soldats sont jugés pour acte de déstabilisation, transport illégal d'armes et autres. Mais curieusement, nulle part la société qui a transporté ces soldats-là, les armes-là, n'a été citée. Voilà. En dehors de ça, mais la nature même de la décision, 20 ans d'emprisonnement pour les soldats qui sont restés là, les soldats masculins, les 3 autres dames qui avaient été libérées pour des raisons humanitaires, on les condamne à la prison, à la peine de mort. Donc, vraiment, il y a de quoi s'interroger. Est-ce qu'elles ont commis plus d'infractions ou elles ont commis des faits plus graves que ces hommes-là? On n'en sait rien. Mais selon ce qu'on a appris, c'est parce qu'elles ne sont pas venues au procès. Mais pourtant, on a tous vu qu'elles ont été libérées volontairement par les autorités maliennes. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Maintenant, cette décision, il faut le dire, et moi, ça ne m'a pas surpris, parce que ce n'est pas une décision judiciaire, c'est un jugement politique. M. Assimi Goïta a décidé de faire une vendetta par rapport à la situation qui s'est passée, les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, l'UMOA, vis-à-vis de son pays. Donc, dans le subconscient des autorités maliennes, c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'origine de ces sanctions-là. Il le fait par rapport à ça. Et puis, il y a un deuxième élément qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est que il y a eu des injonctions. Or, le colonel Goïta a toujours dit que le Mali est un État souverain. Donc, il laisse la justice décider pour dire déjà, pour montrer à tout le monde que la justice malienne est indépendante, est souveraine. Et puisqu'il y a un ultimatum qui avait été donné par la CEDEAO, il démontre par là qu'il n'a pas d'injonction à recevoir d'un pays. Donc, il demande qu'il le mette... Encore moins d'une organisation sous-régionale. Voilà, qu'il le mette... Après la CEDEAO, il y a l'ONU même qui s'est... Le secrétaire général de l'ONU qui s'est exprimé sur le sujet. Il a dit non, pour des dysfonctionnements bureaucratiques, on ne peut pas maintenir quand même des gens en prison. Donc, il va falloir faire un effort pour les libérer. Il démontre à tous ceux-là que c'est lui qui est le maître de l'horloge. Il fait ce qu'il veut. Mais j'ai bon espoir qu'après tout ça, la décision sera... il y aura une décision de grâce. Mais en même temps, je m'interroge sur l'attitude, la posture du gouvernement ivoirien qui aurait dû envoyer des avocats ivoiriens sur le dossier pour qu'on sache réellement ce qui se passe. Parce que le procès a eu lieu à huis clos, il n'y en a aucun témoignage, alors que la population a besoin d'informations. Il faut peut-être rappeler la chronologie des faits. Oui. Avant ce procès, une délégation ivoirienne, je l'ai rappelé tantôt, s'est rendue à Bamako, conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. On ne sait pas finalement ce que contient le mémorandum qui a été signé par les deux parties. Donc évidemment, dans la mémoire collective, beaucoup pensent que ce procès-là, c'est la voie pour arriver finalement à soit une amnistie, soit une grâce de nos soldats. Mais en tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce procès. Landry Couillot, pardon. Réaction? Déjà, il est important pour les uns et les autres, pour question de connaissance de culture juridique, de faire savoir et de faire ressortir l'incongruité de ce qui vient de se passer. Parce que beaucoup pourraient croire qu'un procès dans une société moderne se passe ainsi. Je ferai l'économie de ce que Maître a évoqué en termes d'assises. Un procès en assises aussi important, il se fait en public par huis clos. Par huis clos. Il y a plus grave que ça dans le monde, c'est en public. En 48 heures, le Mali a réalisé, la justice malienne, une performance extraordinaire. Extraordinaire. Et ça nécessite même que l'on porte un regard scientifique sur les capacités de cette justice à régler ainsi
une affaire aussi complexe et aussi difficile. Je m'interroge sur la possibilité qui a été donnée aux 46 de pouvoir se prononcer, parce qu'il va falloir les interroger. Bref, pour ce qui est des peines, ce qui est étonnant, c'est la peine de mort. La peine de mort qui concerne les 3 femmes. Alors que le chef d'accusation, il est le même. Elles n'ont pas été désignées comme étant des fugitives. Pas du tout. Les chefs d'accusation sont identiques pour tous. On ne peut pas dire que sous simple prétexte qu'elles ne sont pas présentes, si elles ne se sont pas présentées, c'est parce que les autorités maliennes ont donné leur accord à l'effet qu'elles regagnent à Abidjan. Et donc, ça ne peut pas servir de motif à ce qu'elles soient condamnées pour une peine de mort. Pour moi, qui suis juriste et qui attache du prix à la condition féminine, je me pose la question si la justice malienne n'est pas misogyne, de ce qu'elle aurait un traitement beaucoup plus sévère quand il s'agit de femmes et beaucoup plus léger lorsqu'il s'agit d'hommes. Mais, puisqu'il y a un contexte général qui met en avant la question diplomatique, et vous faites bien de l'évoquer, et que selon la chronologie des faits, les autorités maliennes ivoiriennes se sont retrouvées à Bamako et ont rencontré directement Assimi Goïta. Je disais ici sur ce plateau, j'étais assis à cette place et j'évoquais ce scénario. Je disais, attention, on est en train d'aller dans un scénario selon lequel le pouvoir malien s'assurera qu'un procès soit fait et que les soldats soient sévèrement punis pour que toute la charge et la responsabilité reviennent à M. Assimi Goïta, à l'effet de pouvoir, en grand seigneur, avoir le dénouement de cette affaire. C'est le scénario parfait, je crois avoir eu raison, et c'est une démarche qui est très claire, qui a toujours été pensée ainsi. C'est à nous maintenant, aux autorités ivoiriennes, de veiller à ce qu'au final, nous ayons, parce que pour nous l'essentiel, hein, c'est que nos soldats reviennent. Pour nous l'essentiel, c'est aussi de préserver les relations. Et lorsque on signe un mémorandum, c'est de dire et d'envoyer un message, de dire que ce qui se passe ici est certes grave, mais l'intérêt supérieur qui tient nos 2 États doit pouvoir l'emporter dans le sens à maintenir des relations de qualité. Absolument.